discordance, c'est le genre de surface que l'on voit, donc que l'on peut même parfois qualifier de discordance fondamentale ou bien discordance majeure. Pourquoi discordance majeure? Déjà, il y a une extension géographique très importante, c'est le genre de surface de discordance qui sépare deux cycles orogéniques différents. Par exemple, au Maroc, nous avons une discordance angulaire, ou bien une discordance majeure, entre l'orogénèse hercynienne et l'orogénèse alpine, donc qui est responsable de l'Atlas, ou bien l'orogénèse atlasique. On va voir quelques exemples dans un instant. D'accord? Est-ce que c'est bien clair? Il faut comparer l'intensité de l'érosion, l'ampleur de l'érosion et également l'extension géographique de la surface. Si vous avez une surface de très grande étendue géographique avec de l'érosion, machin, donc s'étend sur une vaste distance, à l'échelle du Maroc par exemple, à l'échelle, donc on la voit dans le Maroc. D'accord? C'est une surface de discordance. Par contre, cette surface d'érosion, il est restreinte à la bordure d'un bassin sédimentaire qui est exondé, c'est-à-dire émergé, érodé. Donc, il a une extension géographique, ça pourrait être 1 km, ça pourrait être juste 100 mètres, ça pourrait être 200 mètres, d'accord, d'extension. Et également l'intensité de l'érosion, c'est-à-dire l'ensemble érodé, il nous renseigne sur l'intensité de l'érosion. Si par exemple l'ensemble érodé, il avait, donc avant l'érosion, il fait, je ne sais pas, 50 mètres, 100 mètres, s'il est complètement enlevé par l'érosion, ça veut dire que l'érosion, il est très important. C'est le cas de discordance majeure. Séparant, par exemple, deux cycles orogéniques successifs tels que l'orogénèse hercynienne, ovarisque, et l'orogénèse atlasique. On va voir. Alors là, regardez, c'est une photo, donc nous avons une série sédimentaire, donc regardez là, donc qui est très déformée. Regardez, nous avons une structure anticlinale, puis une structure, puis nous avons un synclinal. Donc, un synclinal, anticlinal et ainsi de suite. Puis nous avons de la déformation, donc, de ce côté-ci. Alors regardez, donc si l'on essaie de suivre les couches, les flancs de ces deux pieds-là, on voit qu'ils disparaissent, on ne voit pas la charnière. D'accord, ça veut dire que nous avons cette série qui est déformée là, elle a suivi une phase, elle a été érodée, intensément érodée. Donc les couches inférieures, ils ont suivi un mouvement, c'est-à-dire ils ont été intensément déformées, donc profondément érodées. Puis quand les eaux marines reviennent au-dessus de cette surface suite à une transgression marine, ça dépose cette série de couches donc, qui sont mises à l'horizontale. Et on voit que les couches supérieures dessinent un angle par rapport aux couches inférieures et on parle de discordance angulaire. D'accord? Alors on va voir quelques exemples de discordance angulaire au Maroc. Alors, les discordances fondamentales. Qu'est-ce que ça veut dire une discordance fondamentale? C'est une discordance qui sépare une série sédimentaire d'un socle qui est très déformé. C'est le cas, par exemple, du socle paléozoïque. C'est-à-dire, le paléozoïque, c'est l'ère primaire. D'accord? Un socle paléozoïque, c'est un socle qui est d'âge primaire, c'est-à-dire Cambrien, Ordovicien, Sibérien, Carbonifère, Permien, par exemple. Tout ça, c'est du paléozoïque. Alors, au Maroc, nous avons, comme je viens de le dire, nous avons une importante surface de discordance, de grandes extensions géographiques que l'on retrouve partout au Maroc, d'où le nom de discordance fondamentale qui sépare donc des terrains géologiques, sédimentaires, magmatiques, voire même métamorphiques, qui sont intensément déformés, des terrains qui sont mis à l'horizontale, des terrains sédimentaires, donc, déposés à l'horizontale au-dessus du socle qui est intensément déformé. Donc, je prends cet exemple. Donc, c'est la discordance fondamentale, c'est une discordance angulaire sur des dépôts plissés. C'est le cas d'Oumsraadner. Alors, les gens qui ont déjà fait la route entre Marrakech et Casablanca, donc il y a une localité, donc,
pas loin de l'Oued Marbé, sur la route de Casa, que l'on appelle Moussouadnef. Dans cette localité à droite, on peut voir un affleurement, un excellent affleurement qui montre pratiquement ce qui est présenté sur cette figure. Alors, on voit un socle paléozoïque donc, qui est très déformé, l'Histoire-Otténia par exemple, mais là c'est le socle hercynien d'une manière générale. Quand on parle de socle hercynien, c'est un socle qui pourrait avoir un âge cambrien, ordovicien, silurien, dévonien, carbonifère, permien. Tout ça, c'est le socle. Ce que je viens de citer, ce sont les systèmes qui composent l'ère primaire ou bien l'ère paléozoïque. Alors, regardez sur cette surface, regardez cette surface-là, c'est une surface érosive. Donc, il reflète un événement érosif qui a complètement enlevé la charnière de ces climats, également ailleurs. Donc, il a tronqué les couches sous-jacentes. Puis, sur cette surface-là irrégulière, on voit les premiers sédiments de l'ère mésozoïque, notamment les sédiments triasiques, qui reposent en discordance angulaire sur le socle westphalo-otténien. Puis nous avons ensuite la série sédimentaire mésozoïque qui se poursuit par un infracénomania et crétacé inférieur, donc qui est composé par des grès et des argiles rouges, qui repose, regardez là, en allant vers la droite, sur un pli synclinal. Et là encore, nous avons une discordance angulaire. La série se poursuit également par ce qu'on appelle le gradin de Moussouadnef, donc qui est représenté par des terrains, bien par une série sédimentaire sinomanienne, qui est marno-calcaire, c'est des carbonates, qui reposent, donc si vous les projetez, en discordance angulaire sur le socle hercynien. Puis nous avons la série turonienne, donc c'est la corniche calcaire turonienne, donc qui est bien reconnaissable sur le paysage géologique, sur lequel repose le sénonia marneux qui forme ce qu'on appelle le plateau de Stape. Donc le plateau de Stape, en fait, il est dessiné par la corniche calcaire turonienne. Et au-dessus des sénonia, donc qui est argileux, gypsifère, nous avons la série phosphatée, donc qui est exploitée par l'OCP sur le plateau de l'Adebdoun, la région de Tripla. Donc c'est l'Yprétien, Maastrichtien, Yprétien, donc c'est la série phosphatée. Donc qui est coiffé par du calcaire corniche qui sont attribués au lithium. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que d'après cette description, on voit que la série mésozoïque, il repose en discordance sur le socle hercynien, c'est-à-dire paléozoïque. Et ça dessine une discordance majeure, fondamentale, donc il y a la valeur de discordance angulaire, puisqu'on note qu'il y a une différence d'inclinaison entre la série paléozoïque et la série mésozoïque. Bien. Deuxième exemple, c'est l'exemple de l'Oued el-Malh. Alors, à l'Oued el-Malh, donc on va regarder depuis les gros axes acadiens, c'est-à-dire du paléozoïque. Le paléozoïque, regardez, ils sont à l'horizontale, mais regardez, ils ont été érodés pour laisser la place donc, à une série triasique qui est conglomératique, gréseuse et argileuse. C'est le Trias. Il est rouge. Et on voit également que les séries triasiques qui sont basculées, regardez leur inclinaison, leur tondage qui se fait vers la gauche, ils sont couverts en discordance angulaire, une deuxième discordance angulaire. Regardez, nous avons des angles. Il est coiffé par une série sédimentaire, donc qui est constituée essentiellement par un crétacé inférieur, donc qui est constitué par des marnes sableuses roses, crétacé supérieur formé par des marnes jaunes très dures, puis nous avons les calcaires coquillés plus ou moins conglomératifs du Miocène, puis nous avons les calcarénites quaternaires. Donc cette série sédimentaire-là, allant depuis le Crétacé inférieur jusqu'au quaternaire, il repose, comme vous pouvez le constater, en discordance angulaire sur le Trias.
Et le Trias lui-même, donc à dominance terrigène, grès, conglomérat et grès, il repose en discordance sur les piliers d'âge acadien, c'est-à-dire du Paléozoïque, et ça dessine une discordance angulaire. Donc nous avons sur ce schéma-là deux discordances angulaires. Une discordance majeure entre le Trias et le Paléozoïque, c'est-à-dire l'acadien, et une autre deuxième discordance angulaire entre le Crétacé, la série Crétacé et Quaternaire sur le Trias. Bien. Un autre exemple, cette fois-ci européen. Donc, regardez, nous avons notre discordance varisque, c'est-à-dire la discordance varisque, c'est l'équivalent de la discordance hercynienne au Maroc, qui sépare donc une série paléozoïque qui est fortement déformée lors de l'orogénèse hercynienne, c'est-à-dire l'orogénèse varisque au Maroc, et une série non déformée qui est posée à l'horizontale, qui est d'âge Bartonien. Donc, entre les deux, on voit que les couches inférieures d'âge ordovicien, c'est-à-dire l'ordovicien, c'est le paléozoïque inférieur. Regardez ces couches, ils sont redressés à la verticale, ils sont pratiquement à la verticale. Et sur ces couches-là, donc, une fois érodées, nous avons cette surface irrégulière qui atteste d'une phase érosive, qui laisse la place à une série sédimentaire, donc qui est mise en place à l'horizontale, sans déformation, et ça dessine une discordance angulaire. Donc, nous avons la série carbonatée d'âge bartonien, c'est-à-dire jurassique moyen, qui repose en discordance majeure et angulaire sur l'ordovicien, donc qui est constitué par des couches redressées à la verticale. Donc, regardez, on passe de l'ordovicien au bartonien. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons un laps de temps qui est très, très considérable, qui s'est écoulé sans dépôt. Parce qu'après l'ordovicien, nous avons pratiquement les 2/3 du paléozoïque qui est absent. Et regardez, le mésozoïque, nous avons le Trias, nous avons le Jurassique inférieur, donc ils sont absents. Donc la lacune de non-dépôt, il est très très importante, il fait plusieurs centaines de millions d'années. Donc il y a une durée de non-dépôt de l'ordre d'une centaine de millions d'années. Bien. Alors, voyons maintenant en petit 3 la géométrie des corps sédimentaires et temps. Est-ce que vous suivez? Alors, pour pouvoir décrire la géométrie des corps sédimentaires et leur relation avec le temps, on va faire appel à une loi qui est très utilisée, c'est la loi de Walter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la loi de Walter? La loi de Walter stipule que les faciès sédimentaires que vous voyez superposés au sein d'une série sédimentaire ou encore au sein d'une séquence, ils étaient juxtaposés, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, dans leur milieu de dépôt au moment du dépôt. Je vais relire la loi de Walter, ce qu'on appelle la loi de corrélation des faciès. Consiste à admettre que les faciès superposés dans les séries sédimentaires étaient juxtaposés, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, dans leur paysage sédimentaire, c'est-à-dire dans leur milieu de dépôt, au moment de leur sédimentation. Alors vous allez me dire, comment peut-on faire, comment on a pu faire venir des faciès qui étaient juxtaposés, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, dans leur milieu de dépôt, comment on a pu les faire superposer les uns sur les autres. Alors pour les superposer, donc il faut absolument faire migrer leur milieu de dépôt, que ce soit du milieu moins profond vers le plus profond en période de transgression, ou bien il faut les faire migrer, les faire déplacer horizontalement depuis le milieu marin vers le milieu peu profond, voire même continental, lors des périodes de régression. Donc la superposition des milieux de dépôt résulte en fait d'une migration progressive, c'est-à-dire d'un déplacement horizontal progressif de leur milieu au cours des processus de transgression et de régression. Si les aires de dépôt se déplacent depuis
à la bordure des bassins depuis le littoral vers le large, c'est-à-dire que l'on est en période de transgression. Si les aires de dépôt se déplacent on est en période de régression. Si notre aire de dépôt, mais les aires de dépôt des différents faciès considérés se déplacent depuis le marin profond vers le continent, ça veut dire que l'on est en période de régression. Ce sont ces deux phénomènes marins, transgression et régression, qui provoquent en fait la migration et le déplacement horizontal des aires de dépôt. Bien. Alors regardez, vous avez ce diagramme-là rectangulaire, vous l'avez dans le texte du chapitre 2, c'est la figure 32. Alors regardez, c'est un diagramme rectangulaire avec, sur l'axe des abscisses, on reporte la profondeur et la pointe de la flèche. Regardez, la profondeur elle diminue en allant du côté gauche vers le côté droit. Puis vous avez ici l'axe des ordonnées, on reporte soit la vitesse de comblement sédimentaire et également c'est le temps. Donc en fait, c'est un diagramme rectangulaire avec l'axe des abscisses correspond à l'espace, c'est-à-dire le milieu, la profondeur, est-ce qu'il croît ou il décroît. Dans ce cas-là, il décroît en allant du côté gauche vers la droite. Et là, nous avons le temps. Le temps, c'est un diagramme espace-temps. D'accord? Alors, puisque l'axe du temps, il est vertical, il est là, donc il est vertical comme ceci. Donc, les droites que vous voyez ici, horizontales, les droites qui sont perpendiculaires à l'axe temps, correspondent à des lignes de temps. Donc, nous avons la ligne de temps T1, T2, T3, T4, T5, T6. C'est-à-dire, nous avons les différents temps qui sont reportés sur ces surfaces-là. Ce sont des surfaces isochrones. Regardez cette surface-là. Donc là, je saisis cette occasion pour reprendre l'explication, eh bien, pour éclaircir qu'est-ce que ça veut dire une surface isochrone. Une surface isochrone, par exemple, là, c'est une surface qui a le même âge. Quand on projette sur l'axe temps, c'est l'âge T1. Par contre, les droites obliques que vous voyez ici, bien les surfaces obliques que vous voyez ici en pointillé, ça correspond à des lignes d'isofaciès. Et les lettres là que vous voyez ici, A1, B1, C1, D1, E1, F1, ça correspond à des faciès sédimentaires. Nous avons ici le faciès sédimentaire A1, à droite B1, C1, le faciès B1, E1, F1. Et regardez, le faciès, étant donné que la flèche montre que la profondeur diminue en allant du côté gauche vers la droite, ça veut dire que le faciès F1 est le moins profond et le faciès A1 est le plus profond. Est-ce que c'est bien clair? A1 est le faciès le plus profond, F1 est le moins profond. Alors on dépose, regardez, on dépose ces faciès-là qui sont au nombre de 6 dans leur milieu de dépôt. A1 est le plus profond, suivi par B1, C1, D1, E1. Et finalement, nous avons F1 le moins profond. Pendant l'intervalle de temps compris entre T1 et T2, regardez, on assiste à une migration progressive des faciès qui se fait en allant du moins profond vers le plus profond. Mais regardez, nous avons A, il est ici, le faciès B, C, D, E et F. Regardez, il y a un décalage entre F au temps T1 et le faciès F entre T2. Donc, il y a un décalage entre tous ces faciès-là et leur équivalent avant le temps T1. Alors, donc, on va continuer. Donc, on va faire déplacer les aires de dépôt depuis le milieu le moins profond vers le milieu le plus profond et on arrive finalement à avoir à la fin ceci. Donc, le faciès A1, A, B, C, D et E. Alors, regardez, les faciès que l'on voit, regardez, les faciès que l'on voit superposés, A, B, C, D, E, dans une série sédimentaire ou bien au sein d'une séquence sédimentaire, ils étaient, selon la loi de Water, ils étaient l'un à côté de l'autre, hein, au moment de leur dépôt, c'est-à-dire au moment
de leur dépôt, c'est-à-dire dans cet intervalle de temps allant de T1 à T2. Bien. Alors, les surfaces d'isofaciès, les lignes d'isofaciès, ici considérées, regardez leur relation géométrique avec les lignes de temps. Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont parallèles? Les lignes d'isofaciès sont pointillées. Est-ce qu'elles sont parallèles par rapport aux lignes de temps qui sont présentées par des traits horizontaux? Non. On voit bien que les lignes de temps, elles sont horizontales et les lignes d'isofaciès, elles sont obliques. Donc, ils se recoupent. Donc, nous avons affaire ici à un phénomène d'accrétion latérale. Et ça, on va le revoir après. On a un phénomène de progradation. C'est-à-dire, nous avons la progradation des faciès, la migration des aires de dépôt des différents faciès A, B, C jusqu'à F, qui migrent et qui se déplacent en allant du continent vers le lac, c'est-à-dire vers le milieu le plus profond. Mais à la fin, regardez notre séquence, donc que l'on a comme produit final, c'est une séquence qui démarre par le faciès A et se termine par le faciès F. Il y a F en haut, il y a A, B, C, D, E, nous avons F ici, il est masqué. Donc c'est une séquence en fait qui traduit une phase de comblement dans notre milieu de dépôt et qui est à naître en relation avec un apport important de la sédimentation. Donc le faciès, les plus profonds sont à la base et les moins profonds ils sont au sommet. On va prendre cet exemple, c'est un bloc diagramme, donc qui sert pour illustrer toujours la loi Walter. Alors regardez, donc on va commencer par l'enchaînement vertical des faciès. Nous avons 5 faciès, F5, F4, F3, F2 et F1. Alors ces faciès-là, regardez, on les voit actuellement sur le terrain, ils sont superposés les uns sur les autres, avec F5 à la base et F1 au sommet. Par contre, au moment de leur dépôt, dans leur milieu de dépôt, comme vous pouvez le constater ici, ils étaient l'un à côté de l'autre. Regardez, nous avons F5, il est ici, F4, et nous avons F3, F2 et F1. Donc les faciès que l'on voit actuellement, c'est-à-dire au moment de leur dépôt, ils étaient juxtaposés l'un à côté de l'autre, par exemple ici, là, F5, F4, etc. Sur le paysage géologique, on les retrouve superposés les uns sur les autres avec cet ordre-là. Alors, le faciès le plus profond, c'est F5, et le faciès le moins profond, regardez, ça c'est le niveau marin, le faciès le moins profond, c'est F1. Donc, c'est une séquence qui est de comblement, qui atteste d'une phase de régression, par exemple. On va du plus profond vers le moins profond, donc c'est une séquence qui est régressive. Alors là, je vous donne la légende de quelques lignes. Vous voyez ici, par exemple, là, les surfaces de progradation. Ça, ce sont des surfaces de progradation. Excusez-moi. Ça, ceux qui sont obliques, ce sont des surfaces de progradation. Ils ont la valeur de ligne de temps. Donc, ces surfaces obliques-là, ils ont la valeur de ligne de temps. Par contre, les surfaces ici en zigzag, que l'on voit ici en trait, donc, pas en zigzag, ces surfaces-là, ils ont la valeur de ligne de temps. Ils ont la valeur de ligne de temps. Donc, nous avons les lignes de temps qui sont pratiquement horizontales et, excusez-moi, les lignes de temps qui sont obliques et là, qui sont les lignes qui sont en zigzag, ça correspond à des isofaciès, c'est-à-dire lignes d'isofaciès. Qu'est-ce que ça veut dire une ligne d'isofaciès? C'est une ligne qui sépare deux faciès successifs différents. Ligne isofaciès, les lignes d'isofaciès, les lignes de temps. Donc, ils ne sont pas parallèles, mais les lignes de temps, ils sont obliques par rapport aux lignes d'isofaciès. Alors, le processus sédimentaire, donc, qui est à l'origine de ce mode d'organisation de sédiments, comme vous le voyez ici, au niveau de cette séquence, depuis F5 jusqu'à F1, et correspond
à un processus de type accrétion latérale et plus précisément à une progradation. Alors, le terme progradation et rétrogradation, on va les développer dans un instant. Alors là, on va voir cet exemple-là, européen, français. Donc, nous avons une aire de dépôt. Faire ça. Est-ce que vous voyez ce profil de dépôt avec les deux séquences? Est-ce que vous les voyez? Faites-moi signe. Oui. Si vous voyez ça, vous me le dites. Oui, oui, monsieur. Alors, d'accord. Donc, nous avons ici un profil de dépôt. D'accord? Nous avons le continent à droite, le milieu le plus profond à gauche. Alors, regardez. Nous avons une diversité de faciès sédimentaires. Déjà, ils sont représentés ici par cette légende-là. Nous avons à peu près 1, 2, 3, 8 faciès sédimentaires. Mais on va essayer de résumer. Nous avons par exemple des évaporites, ici au milieu lagunaire. Nous avons des calcaires à la mine algaire, c'est ce qu'on appelle les stromatolites. Vous les avez vus en sédimentologie. Les stromatolites. Alors, les stromatolites, il indique quel milieu? Un milieu intertidal à supratidal. Et là, les évaporites, c'est un milieu lagunaire, un milieu supratidal à intertidal. Puis, nous avons des calcaires. Après les calcaires, en allant toujours vers le plus profond, nous avons des calcaires oolithiques. Et après les calcaires oolithiques, nous avons des marnes marines avec ammonite. Donc là, on est au milieu pratiquement, ou bien nettement profond. Et là, on est au milieu peu profond. La ligne de rivage, puisque le niveau marin, elle est là, le niveau marin, il est horizontal, là, on est pratiquement, la ligne de rivage, si je trace la ligne de rivage, elle est là. Donc la ligne de rivage, c'est ici, c'est ce point-là, de contact entre le niveau marin et la première surface de dépôt. Alors, regardez, si l'on fait une section, regardez, les faciès là que je viens de décrire, évaporites, stromatolites, calcaire, calcaire-oolithique et marne, on les voit juxtaposés l'un à côté de l'autre. Si je essaye de regarder leur juxtaposition au-dessus de ce trait-là, de la surface initiale de dépôt, j'ai les évaporites, les stromatolites, les calcaires oolithiques ou les marnes. Donc on passe de l'un à l'autre dans l'espace. Ils étaient juxtaposés. Mais si l'on fait une section verticale, ici comme l'indique cette double flèche, on a leur mode d'organisation qui se présente comme suit. Nous avons les calcaires oolithiques, regardez, ils sont là. Au-dessus vient cette puissance couche calcaire, ce sont ces calcaires-là. Puis au-dessus du calcaire, nous avons le calcaire à stromatolite, c'est-à-dire à algues. Et finalement, nous avons, parce que ça continue encore ici, nous avons les évaporites. Alors cette séquence-là, c'est une séquence, donc l'on appelle la séquence quersunoise. C'est le nom du code de la localité de Quercy. Quersunoise, c'est en France. D'accord? Alors regardez, les faciès, quand on regarde cette séquence quersunoise, on voit qu'il est constitué par 1, 2, 3, 4 faciès. Alors les 4 faciès que l'on voit ici, qui s'organisent selon cette logique-là, hein, selon cette logique, selon la loi de Walter, ils étaient juxtaposés l'un à côté de l'autre au moment de leur dépôt. Si j'essaie de faire une section dans la partie distale de cette plateforme, donc si cette surface est régulière, c'est la surface initiale de dépôt, elle est là, c'est la surface 0. Nous avons les marnes, ils sont là, à ammonite, bien entendu, donc c'est le faciès le plus profond. Au-dessus, ça vient des calcaires marneux, elle est là, puis des calcaires oolithiques. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 faciès. Et regardez, cette séquence-là, c'est la séquence cliffilienne, dont je vous ai déjà parlé lors de la séance précédente. La séquence cliffilienne, elle a la valeur d'une séquence, d'une mésoséquence, c'est-à-dire une séquence qui est formée par l'empilement de 2 ou de plusieurs séquences élémentaires. Donc déjà, nous avons une séquence élémentaire marne, calcaire marneux, marne, calcaire marneux,
puis nous avons une séquence tronquée, puis nous avons cette séquence-là calcaire-calcairolithique. Nous avons en gros 3 séquences élémentaires qui s'agencent verticalement pour nous donner cette mésoséquence, hein, donc qui est de comblement, qui atteste d'une phase de comblement dans cette aire de sédimentation qui a la valeur de mésoséquence que l'on appelle la mésoséquence cliffilienne. C'est une mésoséquence qui est rythmique et n'est pas cyclique. De même, celle-là, c'est une mésoséquence donc, qui est cyclique, rythmique. Donc, nous avons le calcaire-olithique, puis un bond de calcaire, un bond de calcaire, un bond de calcaire. Alors ça, ce sont des séquences qui sont tronquées à leur base. C'est-à-dire il y a le faciès basal qui devait être du calcaire-olithique qui est absent. Ça, on va reprendre ça dans les sciences de TD, vous allez comprendre. Donc à retenir, la loi de Water stipule que les faciès que vous voyez superposés au sein des séquences sédimentaires ou bien au sein des séries sédimentaires d'une manière générale, selon cette hauteur-là, ils étaient juxtaposés l'un à côté de l'autre dans leur paysage sédimentaire. La superposition de ces faciès, selon une logique donnée, telle que par exemple ça, ou ça, il est déterminé par 2 phénomènes marins, soit la transgression et la régression. Dans ce cas-là, c'est la régression qui était à l'origine, c'est la dynamique sédimentaire en période de régression qui est à l'origine de cet ordre de succession des faciès au sein de cette séquence. D'accord? Donc regardez, la flèche, ça indique le déplacement des aires de dépôt, l'aire de dépôt de ça, de ça, qui se fait vers la gauche, c'est-à-dire vers la partie distale, vers le milieu le plus proche. Bien. Alors, voyons maintenant les mécanismes de sédimentation et le temps. Mécanisme de sédimentation, les mécanismes de sédimentation et le temps. La compréhension des relations entre les lignes de temps et les lignes d'isofaciès que nous avons évoquées tout à l'heure, dont on a parlé à maintes reprises, est déterminée par l'analyse des mécanismes de sédimentation. Alors, ces mécanismes de sédimentation, on peut donc les répartir en 3 catégories. Nous avons un mécanisme sédimentaire de type accrétion verticale, un mécanisme sédimentaire que l'on peut appeler désormais accrétion latérale, puis nous avons des phénomènes ou bien des mécanismes marins, c'est ce qu'on appelle des transgressions, des phénomènes marins de type transgression et régression. Les transgressions et régression marines. On commence tout d'abord par l'accrétion verticale. Alors, excusez-moi, j'ai sauté beaucoup de choses. Voilà, on était là, on passe à ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le premier mécanisme, accrétion verticale? Le premier processus au mécanisme sédimentaire, c'est l'accrétion verticale. Qu'est-ce que ça veut dire l'accrétion verticale? L'accrétion verticale est un mécanisme sédimentaire donc, qui prend naissance au milieu marin profond, à basse énergie. Milieu marin très profond à basse énergie. Alors, tel que vous le voyez ici, regardez sur ce profil bathymétrique. Nous avons le continent à droite. Le continent, il est là. D'accord? Nous avons cette rupture de pente. Puis nous avons cette surface de dépôt-là, la surface de dépôt qui est pratiquement horizontale. Donc il s'agit bien entendu d'un milieu marin qui est profond, il est de basse énergie. Et regardez les sédiments en provenance du continent, d'abord ici tout à fait à droite, on va le revoir dans le deuxième type de mécanisme sédimentaire, le continent qui s'érode, les sédiments sont transportés, dispersés au milieu marin. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, mais nous, on s'intéresse à la partie distale où les conditions, où la dynamique sédimentaire, je veux dire, qui est de basse énergie. Les particules arrivant ici, ils sont en suspension, et comme vous le voyez, il s'agit de sédiments de taille, donc de densité différente. Nous avons des sédiments, des particules de taille
ruditiques, c'est-à-dire conglomératiques, puis des sédiments de taille créso-arenitique, et des sédiments là avec des traits horizontaux, donc qui indiquent des sédiments de taille lutitique, c'est-à-dire des argiles, de la boue, etc. Donc imaginez cette suspension de sédiments, bien de particules sédimentaires dans la masse de l'eau marine. Comment il va se déposer sur le fond? Il va se déposer, bien entendu, en fonction de leur taille, c'est-à-dire en fonction de leur densité. Les particules les plus grossières se déposent les premières et ils décantent sur le fond par gravité. Donc, la sédimentation est gérée pratiquement par la gravité. Et les gravités, les particules les plus grossières se déposent les premières, ensuite des particules relativement grossières, ensuite les particules gréseuses et finalement les particules argileuses les plus fines. Alors quand on regarde ces trois couches, à la base la couche conglomératique, la deuxième couche gréseuse, la troisième c'est une couche argileuse. Quand on regarde ces couches-là, la limite entre ces trois couches correspond à des surfaces ayant la valeur de lignes d'isofaciès. Donc la surface ici en vert, en rouge, et la surface ici en rouge séparant les conglomérats du grès et le grès des argiles, que j'ai indiqué ici sur la légende, ils ont la valeur de lignes d'isofaciès. Ce sont des surfaces d'isofaciès. Par contre, les surfaces ou bien les lignes que vous voyez en vert, là, ce sont des lignes de temps. Ce sont des surfaces isochrones. Une surface isochrone, c'est une surface, je vous le rappelle, qui montre le même âge sur toute son étendue dans l'espace géographique. En allant d'ici vers là, cette surface-là a le même âge. Cette surface-là, elle a le même âge. Par exemple, imaginez, nous avons ici la surface initiale, elle a la valeur de ligne de temps T0, par exemple ici T0. La ligne ici en vert, elle a la valeur de ligne de temps T1 et la ligne verte ici, elle a la valeur de ligne T3. Donc, ce qui est en vert, ça correspond à des surfaces isochrones ayant la valeur de ligne de temps. Ce qui est en rouge, ce sont des surfaces d'isofaciès ayant la valeur des surfaces séparant deux faciès différents successifs et elle a la valeur de ligne d'isofaciès. Alors, quand on regarde ceci, on voit clairement que les lignes de temps et les lignes d'isofaciès, ils sont confondus, voire même ou bien parallèles. Ils sont parallèles, voire même confondus. Les lignes d'isofaciès sont alors parallèles, voire même, excusez-moi, les lignes d'isofaciès sont alors parallèles aux lignes de temps. C'est-à-dire les lignes de temps et les lignes d'isofaciès, ce que j'avais dit, ils sont parallèles, voire même confondus. Alors, dans ce cas-là, le principe de continuité est par conséquent réalisable. Il est par conséquent réalisable, c'est-à-dire que, imaginez cette succession de ces trois couches, imaginez qu'on fait recours, qui sont séparées par, qui sont masquées par exemple par un recouvrement ultérieur. Alors, si l'on prend la colonne sédimentaire ici, et une autre colonne sédimentaire ici, une section verticale ici, même s'il n'y a pas continuité suite au phénomène de recouvrement bien d'érosion, on peut appliquer le principe de continuité sans aucun problème. Alors pourquoi on appelle ce mécanisme sédimentaire accrétion verticale? Tout simplement parce que l'accroissement des dépôts il se fait de haut vers le bas, d'où le nom d'accrétion verticale. Alors à retenir, l'accrétion verticale est un mécanisme sédimentaire qui se réalise dans un milieu marin profond. Où exactement? Par exemple, le glacis continental, le bassin marin ouvert, c'est-à-dire dans la partie distale d'une plateforme, par exemple, un bassin, où les conditions hydrodynamiques sont très faibles, très faibles, c'est-à-dire de la basse inertie. Dans ce contexte, les sédiments, les particules sédimentaires en suspension, se déposent sur le fond par gravité, en fonction de leur taille, les plus grossières à la base, les secondes relativement grossières et finalement les particules les plus fines au-dessus. Les surfaces qui séparent ces couches sédimentaires, elles ont la valeur de lignes d'isofaciès. Et les lignes en vert, elles ont la valeur de lignes temps. Dans ce cas-là, comme vous pouvez le constater, les lignes